problème, c'est que les Sénateurs sont l'équipe qui dump la rondelle le plus souvent. 54,6% de leur chance quand ils croisent la ligne bleue, ils dumpent la rondelle. Ça, c'est le plus haut de n'importe qui. Salut à tous, bienvenue dans Votre Brigade, le seul podcast en français dédié aux sénateurs d'Ottawa. Mon nom est Pascal Villeneuve et je suis accompagné aujourd'hui de JP Fortin, Stu Sabourin et d'un invité qui est ici pour la deuxième fois, un ami de la brigade, un fou des statistiques avancées, des chiffres. Des fois, il nous donne un peu des complexes parce que nous, à part dire 5 contre 3, 4 contre 4, c'est les deux chiffres qu'on est capable de dire. Louis Boulet est avec nous. Messieurs, considérez-vous bienvenue dans la brigade. Bonjour. Merci encore pour l'invitation. Ça fait plaisir. Un peu de poutine interne avant de commencer. On veut vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur X, Instagram, TikTok et YouTube à la Brigade Pod. Tous les liens vont être dans la description de l'épisode, comme d'habitude. Et on vous invite à consulter labrigadepodcast.ca pour avoir accès à tous nos épisodes depuis le début. Et petite nouvelle concernant les tasses. On vous a dit la dernière semaine que ça se vendait très bien. Ça continue de se vendre très bien. Je pense qu'on a peut-être juste une douzaine qui reste là. Donc, dépêchez-vous parce qu'on n'a pas toute la journée. Si vous voulez acheter une tasse, labrigadepodcast.ca/. Tasse avec un S. Il y a un petit formulaire, vous rentrez vos informations là-dessus, on vous contacte pour le paiement. Puis, si c'est dans la région ici, c'est probablement moi qui vais aller vous l'apporter avec ma petite auto turquoise. Puis c'est le fun, j'aime ça, je rencontre des auditeurs. J'ai vu Véronique Martel, d'ailleurs, à qui je suis allé porter la tasse, une de nos fidèles auditrices. Vraiment, c'est vraiment le fun de faire ça, j'aime ça au bout. Si vous voulez pas me voir, dites-moi là, je vais me laisser la tasse sur votre galerie, puis je vais me sauver, là. Non. Je n'irai pas vous parler si vous voulez pas. Il n'y a pas de danger, là. Je veux pas que ça vous empêche d'acheter une tasse en disant, pas lui qui va venir chez nous. Mais, fait que c'est ça. Fait que, contactez-nous, puis les autres, on les envoie par la poste. Je n'ai envoyé 2 par la poste, là, justement, aujourd'hui. À tous les coins du Québec, du Canada, puis, mais on n'envoie pas aux États-Unis, par exemple, parce qu'il y a des tarifs, puis tout, puis c'est compliqué, là, les tarifs sur les tasses. Messieurs, Louis, d'abord, merci beaucoup de te joindre à nous. Encore une fois, on avait vraiment aimé notre discussion la dernière fois à parler de chiffres, de statistiques, puis tout ça. Toi qui as le site LB Hockey sur lequel tu as tes propres modèles, tes propres statistiques, tu écris des articles, tu as l'air pas mal occupé parce que je pense que le milieu des statistiques avancées ne fait que juste continuer d'exploser, puis les gens s'y intéressent de plus en plus. Peut-être qu'un jour, on va être rendu au stade où est le baseball aujourd'hui, je ne sais pas, mais... on espère. C'est ça. Puis on dirait que tout le travail est à faire, puis tu es une des personnes qui contribue à développer ça, puis à mettre son cerveau à développer des idées, puis des modèles, puis tout ça. Mais en même temps, on a appris que tu refaisais, l'année passée, quand tu étais venu nous voir, tu nous avais parlé, vous faisiez une espèce de marche avec la Fondation des sénateurs. Vous étiez parti du centre des Plaines de Breton à pied jusqu'au centre Canadian Tire. Là, les gens là, qui ne connaissent pas trop la région, allez sur Google Maps, là, allez voir là, la distance entre les deux. Là. On ne parle pas d'une balade là, en été. Là. Puis on va revenir sur la date aussi tantôt. Mais là, vous recommencez cette année avec la Fondation des sénateurs. Nous, en tant qu'ambassadeurs de la Fondation des sénateurs, on se fait un devoir d'essayer d'aller parler de tout un peu, qu'est-ce qui se passe, tout qu'est-ce que les gens ont comme initiative. Puis, ils n'ont pas le choix. Fallait qu'on le contacte, fallait que tu viennes nous jaser. Fait qu'on joint l'utile à l'agréable. On va parler de ta fondation, on va parler de ce que tu fais avec les statistiques avancées présentement. Puis, pour commencer, ce projet-là, quand tu nous as raconté ça l'année passée, que vous alliez partir faire 30 kilomètres à peu près, d'un bout à l'autre? C'est 30 kilomètres cette année parce qu'on commence... À partir du Parlement cette année, hein? C'est ça? Oui, l'année passée, c'était 25. OK, fait que vous êtes dit se passer, on va en mettre 5 autres. C'était ça mon premier instinct. Quand Adam m'a dit ça, c'est comme on devrait le bouger plus tôt dans l'année et le faire plus long. Comme, définitivement. Yeah. Fait que là, on parle, c'est le 15 mars. Exactement. Okay. Ouais. Mais avant qu'on aille plus loin, comment ça a été l'année passée, cette marche-là? Comme, y a-t-il un moment donné que vous vous êtes dit, hey, vous venez nous chercher, envoyez un autobus, envoyez un auto, on est tanné, on n'est plus capable. C'était quoi la température? Aviez-vous des ampoules? Comment ça s'est passé? Les ampoules, définitivement. Ouais. Je peux commencer avec ça, honnêtement. Ouais. Moi, j'avais des ampoules pour un mois. Mais le problème, c'est que y a une partie de la marche, comme tout le monde qui vit à Ottawa, c'est comme comment tu connectes vraiment sans passer par l'autoroute
Ottawa puis Canada. Alors, on a dû passer au travers du Greenbelt. OK. Alors, comme à ce temps-là de l'année, tout était en train de fondre, puis il y avait comme des lacs dans les forêts là, qui couvraient les pistes. Alors, on avait aucun choix que juste comme soit tu apportes une deuxième paire de runners, ou tu portes des bottes, comme une petite puis là, c'est moins confortable, à moins que ce soit vraiment une botte de marche. Là. Yeah. Ouais, j'avais ce que je pensais étaient des bonnes bottes. Non. Louis, ça prend combien de temps à peu près cette marche-là en tout là, que ça vous a pris l'année passée, 25 km? Alors, si on compte comme l'arrêt à Gabriel's Pizza, à Bell's Corners, je pense que c'était environ 6 heures et demie, je veux dire. Mais comme il y avait beaucoup de temps où est-ce qu'on était arrêté juste pour comme relaxer parce qu'on devait prendre un petit break. Mais ça a pris beaucoup de temps. Puis maintenant, je pense que ça va être plus... Je me demande si on va avoir comme un pace assez proche, mais peut-être juste peut-être une quinzaine, vingtaine de minutes plus, on va voir. Mais on va être mieux équipé cette fois-ci. On va voir comment la température. C'est ça, le 15 mars là, que vous faites ça dans 2 semaines. Là. Exactement. Le problème, c'est que le seul match qu'il y a pour les Sénateurs le reste de la saison, qui est pendant la fin de semaine, puis qui commence pas en après-midi, je pense que c'est la fin de semaine de Pâques, puis ça n'aurait pas bien fonctionné pour la fondation. C'est le 4 avril, je pense. Hein? Ouais. Puis ça aurait été la même fin de semaine. Je pense que c'était le 5 qu'on l'avait fait l'année passée ou quelque chose comme ça. OK. Puis honnêtement, la température était parfaite. Tu portes ton c'est pas trop chaud. Puis t'es bien correct. C'est pas trop froid. Exactement. Mais là, il faisait moins 35 le matin. Là. Je veux dire, juste toi. Je le sais, mais... avec le vent. L'affaire, c'est qu'on regardait parce que maintenant, on peut finalement avoir un peu comme avoir une idée, pour les prochaines 2 semaines. Puis ça ressemble comme si au moins un bon bout de la neige va avoir fondu par ce temps-là. Est-ce que ça va couvrir les pistes avec des autres mini-rivières? On va voir. Mais au moins, n'avoir pas besoin de marcher sur de la neige, ça va aider, je pense. Ben, garanti. Puis écoute, les gens peuvent, j'imagine, aller sur, je ne sais pas si vous avez un lien, si vous avez un site web, j'imagine que oui. Où est-ce qu'ils peuvent vous commanditer, si on veut, soit que j'ai vu qu'il y avait une option vraiment automatique où c'est 2 $ par kilomètre. On peut choisir la personne à qui on veut donner 2 $ par kilomètre. Puis vous avez un objectif de quoi? Je pense que c'était 10 000 $. Puis j'ai vu que vous étiez déjà à 2000 de ramasser. Là. Donc, comment ça marche pour les gens s'ils veulent vous encourager? Alors, exactement. Ils peuvent aller au site web. Si c'est correct avec vous, on pourrait le oui, c'est certain. Garanti, ça va être là. L'épisode. Puis, tu peux donner 2 $ par kilomètre. Ça fait 60 $. Puis, tu peux choisir comme peu importe la personne qui est en train de faire la marche. Puis, il y a aussi une option, je pense, tu donnes un montant que tu décides, right? Si tu veux pas donner tout un 60, mais tu veux juste donner comme 10 ou 20, ça aide juste au temps. Puis, alors, tu peux aller sur le site web, donner ça, puis toutes les donations s'en vont au BGC Ottawa, alors Boys and Girls Club d'Ottawa, puis eux autres, ils donnent la chance à plusieurs enfants qui, autrement, n'auraient pas l'opportunité de participer dans plein d'activités, puis des sports, puis comme juste, regarde, moi puis Adam, puis tous les gars, vraiment, comme, on regarde, puis le sport du hockey spécifiquement, mais les sports en général, comme, tu regardes, moi, comme ça, c'est ma job, je joue au hockey presque à chaque jour, tu regardes à ma chambre, derrière moi, comme tous les sports, puis je connais tellement d'amis grâce à ça, alors pouvoir donner l'opportunité à des jeunes qui, autrement, n'auraient pas la chance, c'est comme, ça nous dit beaucoup, puis on aime pouvoir connecter avec cette... De plus en plus cher, tous les sports, on dit que le hockey est cher, mais tu sais, moi, j'ai eu des enfants dans le hockey, puis j'ai eu des amis qui disaient, c'est trop cher, moi, je vais mettre mes enfants dans le patinage artistique, dans la natation, puis dans le cheerleader. Puis quand je comparais ma facture à la fin de l'année, c'était pas à moi que ça coûtait le plus cher, mais pas du tout, là. Oui, ça coûtait cher le hockey, mais c'était rien comparativement des fois même à la danse, où c'était des coachs privés, puis des leçons. Fait qu'il n'y a pas un sport aujourd'hui qui apporte peut-être... Si tu joues moindrement compétitif, même le soccer, si tu joues moindrement compétitif rendu au high school ou quoi que ce soit, fait que oui, ça limite. Oui, tu peux aller jouer avec un ballon au parc, là, puis t'amuser, c'est bien correct. Mais si tu veux jouer dans un sport organisé, puis comme tu dis, ça forge tellement la jeunesse. C'est des écoles de vie, c'est des écoles qui t'apprennent le côté compétitif, l'amitié, être tu sais, des jeunes qui font pas de sport, des fois, je trouve que
ils apprennent pas la défaite, ils apprennent pas à avoir des échecs. Je trouve que ça t'apprend jeune à avoir des échecs, puis à te faire couper de des équipes, puis à te faire, oui, accepter. Puis c'est plein d'épreuves que ça te fait traverser à un moment formateur, je trouve, en tout cas. Pascal, il n'y a pas de défaite dans la vie, seulement des leçons. Tu gagnes ou tu apprends. Ouais. Voilà. Ça, c'est comment moi je regarde ma première année de novice A quand on a perdu tous nos matchs. C'était toutes des leçons. Ça, Louis, ça s'appelle une défaite. Ça, je vais être honnête avec toi. Phil, c'était la même affaire. Novice A. C'était misérable. Puis 4 équipes, parenthèse, à Gatineau, ça se battait. C'était 4 équipes de novice A. Puis c'était un repêchage entre coachs. Puis c'était sérieux. Puis moi, je prends lui, puis toi, je prends. Puis là, lui est protégé, puis lui, il n'est pas protégé. Puis, OK, mais là, j'ai le first overall, mais il faut que je prenne le gars que je protège. Puis, non, je me suis trompé. Ah, trop tard. En tout cas, son équipe s'était ramassée avec pas de choix de première ronde. T'sais. Puis, au novice, c'est pas compliqué. Si tu as besoin d'un gars super fort, puis tu gagnes tes games. Puis tu vas gagner. Puis, il était goaler. Puis, ils se sont fait planter. Il allait jouer à Hull, il perdait 12-0. Ça avait pas de bon sens. On n'avait pas ce problème-là. On était la seule équipe de A dans l'association. Alors, c'est comme il n'y avait pas d'autre choix pour comme, balancer les équipes. Alors, comme à un certain point même, on avait joué un tournoi contre, je pense que c'était les Jets de Metcalf. Puis on avait perdu comme. Il y avait 3 rondes d'overtime, ensuite des tirs de barrage, puis on a perdu. Comme come on. You're kidding. Ça aurait été votre seule victoire? Je pense qu'on a finalement planifié. Exactement. Alors, on a planifié un autre match d'exhibition après notre saison. Juste pour nous donner une chance, puis je pense qu'on a gagné. Puis on a fini la saison avec un match, victoire. Avec une victoire. Ça voulait dire rien dans les en termes de points, tournois, non, mais on avait besoin de quelque chose. Ah, c'est bon. Mais en tout cas, tout. Fait que là, j'imagine que vous vous entraînez pas mal fort là, depuis une couple de mois. Là. Vous allez marcher dans le bois, en raquette, puis tout. Puis j'imagine que c'est sérieux. Ouais, on était sur la. Je dirais comme au moins moi, Adam puis Declan qui fait la marche aussi, on était sur la patinoire extérieure un bon montant de fois. Moi, je pense que je suis à un streak de comme 8 jours de suite. C'est ça votre workout, là, c'est de patiner. Là, OK, c'est ça votre entraînement. OK. Exactement. Bon, excellent. Ouais. Fait que là, Stu, je pense que tu essaies peut-être de te joindre un peu à tout ça. Peut-être que oui, peut-être que non. Tu vas peut-être faire une apparition, la moustache au vent. Ça serait chouette pour la brigade. Je pense que en tant que ambassadeur de la fondation, ça serait très pertinent. Puis c'est juste 100% pour une bonne cause, 100% des fonds vont à la cause. Donc on essaie de s'impliquer. Puis on voudrait être là. Okay. Super. Fait qu'on va mettre tous les détails dans la description de l'épisode. Gênez-vous pas à encourager en grand nombre. Louis, sinon, comment ça se passe ta vie de statisticien, de modéliste, de fou de hockey, de rédigeur de blog, je pense que tu fais pas mal ça à temps plein, ta business. Là. Il est occupé. Oui, exactement. C'est temps plein. C'est, comme je dis à tout le monde, là, c'est exactement ce que je voulais faire avec en temps de travail. Alors, si je peux continuer à faire ça puis que ça devient un emploi full-time qui peut me donner assez pour vivre, là, je vais être over the moon, je vais être super content, mais pour l'instant, ouais, je suis vraiment occupé là, avec les Olympiques récemment. J'ai essayé de prendre cette opportunité pour faire un peu de changement dans le background, en termes des données, puis bientôt, on va voir les résultats, je dirais pas dans les prochaines quelques semaines, mais j'étais assez occupé avant ça, surtout en termes du blog LB Hockey, right? Comme tu as vu, on a parlé de ça avant qu'on a commencé, mais j'avais un gros article à propos des sénateurs, puis un peu pourquoi les chiffres de certaines sources, ils n'alignent pas définitivement. On sait qu'ils n'alignent pas avec comment les sénateurs ils jouent, mais y a-tu plus? C'est les gardiens. Autre que comme juste. Parce que le seul, tout ce qu'on entend depuis le début de l'année, c'est mettez une moyenne de 900 aux gardiens, puis les sénateurs sont dans les séries. Sauf que moi, je dis toujours... 890, puis t'es correct. C'est ça. Mais est-ce que l'équipe cause le 890 ou les goalers sont pas capables d'aller chercher le 890? À quelque part, moi, j'ai toujours dit que l'équipe fait le gardien et non l'inverse. Ça peut arriver des mauvaises performances de gardien, mais là, à un moment donné, quand tu dis tous les gardiens sont mauvais, ou toutes les. Puis là, les sénateurs aujourd'hui donnent presque plus de tirs, donnent presque rien, mais
Mais on donne des buts pareils. Hallmark, on se disait que le match contre Toronto, on se disait, Colin, il aurait pu avoir un blanchissage, ce match-là. Il y a eu, 23 tirs. T'sais. Fait que, qu'est-ce que tu as découvert un peu dans tes statistiques puis dans tes comparatifs? Alors, je dirais, beaucoup vient du penalty kill, je pense. Mais ça c'est du côté du gardien et de l'équipe. Bien sûr, comme leur habilité en tant qu'équipe de réduire pas juste les lancers, mais comme le danger des chances est assez bon. Par contre, les modèles buts projetés au travers qu'on obtient, ces chiffres-là, ils n'ont pas vraiment accès aux données plus avancées en termes de positionnement à tout temps. Comme si tu regardes à la LNH, tout ce qu'on a en temps de positionnement, c'est il est où le lanceur quand il prend son lancer. T'as pas le montant de temps qu'il y a autour de lui, les passes qui sont venues avant ça. Alors ça, c'est une partie du jeu que j'essaie d'ajouter plus d'analyse. Si tu me permets, justement, parce que moi, je m'étais dit, je vais aller voir, parce que les gens disaient tout le temps, ouais, mais il y a eu tant de high danger chances. Tu sais, fait que là, je dis, OK, je vais aller voir, c'est quoi ça, des high danger chances. Puis là, je vois qu'il y a un modèle, puis tout ça. Puis un des premiers critères, c'est de où est le tir. T'sais. Plus le tir est de proche, mettons en bas des cercles, ça commence avec un 3. Tu sais, tu fais plus 3, puis là, ben, dépendamment, est-ce que c'est un retour, c'est un ci, c'est un ça, là, tu fais plus 1, moins 1 ou whatever. Mais de ce que j'ai vu, c'est qu'aussitôt qu'un tir est de proche, c'est automatiquement presque, ça va être considéré comme un high danger chance, alors que c'est pas toujours le cas. Tu sais, en tant que gardien, oui, le tir est peut-être proche, mais si le gardien est capable de sortir, il y a peut-être 6 pieds entre les deux, puis un gardien, si tu lui donnes rien que 6 pieds, je veux dire, il va se placer puis il va l'arrêter. C'est pas automatique que c'est dangereux. Un tir de loin, c'est pas automatique que c'est moins dangereux. Tu sais, oui, en théorie, un tir de proche, ça devrait être plus dangereux, mais pas toujours, pas dans toutes les... Fait que, tu sais, je trouvais qu'il manque encore un peu d'être capable de Ben là, Pascal, ça, c'est calculer la qualité des tirs de lancer selon. T'as pas le choix de faire tout ça si tu veux évaluer, si tu veux comparer deux gardiens. Il faut que tu compares des tirs semblables. Puis ensuite, tu dois ajouter plus de variables comme l'angle du lancer, le changement d'angle depuis le dernier jeu. Est-ce qu'il flotteur ou est-ce qu'il monte? Ou est-ce qu'il n'y a pas deux tirs pareils jamais? Comme entre le lancer, c'est ça. Ouais. On n'a pas vraiment accès à tout ça, mais de ce qu'on a, on essaie d'utiliser les variables. La chose que j'ai trouvée la plus intéressante pour moi, c'était comment ils attaquaient l'équipe. Puis ça, c'est ce qui m'a rendu le plus... ça, c'est ce qui me frustre le plus avec cette équipe. C'est qu'on a tellement de talent offensif avec la rondelle. T'as Tim Stützle. Je sais que comme des gars comme Brady, puis ça sont plus comme grind out. Mais Dylan Cousins, Jake Sanderson, Thomas Chabot, Drake Batherson sont tellement bons à pouvoir juste apporter la rondelle dans la zone offensive puis créer des chances. Le problème, c'est que les Sénateurs sont l'équipe qui dump la rondelle le plus souvent. Comme tu regardes... Encore? 54,6% de leur chance quand ils croisent la ligne bleue, ils dumpent la rondelle. Ça c'est le plus haut de n'importe qui. Tu vois Floride, qui est à numéro 3, ça fait du sens, parce qu'ils ont des gars comme... ils sont blessés cette année, mais quand tu as une équipe avec Barkov, avec Tkachuk, avec Sam Bennett, Reinhard Verhaeghe, tous ces gars comme ça, ils ont du talent, mais ils sont aussi bons contre les murs. Ouais, on va t'envoyer ça dans le fond, on va te fatiguer, on va te faire une erreur. Exactement. On va ça leur a gagné. On va te faire un cough up de puck. Mais la différence là, c'est que ces gars-là, ils sont tellement excellents à pouvoir tourner ça dans des chances immédiatement quand ils prennent la rondelle sur le forecheck. Les Sénateurs, en tant que comme le danger de leur forecheck, je pense que la moyenne, c'est environ 9,5 leur chance de compter après qu'ils ils prennent une rondelle sur le forecheck. La seule équipe qui est pire qu'eux dans la ligue, c'est les Leafs. OK. Jeez. Donc, ils sont capables d'aller chercher la rondelle en zone adverse, mais ils réfléchissent trop quand ils ont la rondelle. En tout cas, ils ne sont pas capables de convertir. Ils ne peuvent pas convertir immédiatement, puis c'est comme ils établissent une possession, puis ils sont bons à avoir comme le cycle, puis ça, puis c'est comme ça que tu amasses des montants de lancer, puis du temps de possession. Puis ensuite, quand tu es fatigué, l'autre équipe, ils reviennent de l'autre bord,
Puis des fois, t'as des buts comme ça. Sur la contre-attaque. Exactement. Alors, tu regardes... Donc là, Louis, pour confirmer, toi, tu dis que les Sénateurs d'Ottawa, c'est l'équipe qui entre le moins souvent dans la zone offensive en possession de la rondelle. Exactement. Et de ça, c'est la deuxième pire équipe pour comptabiliser sur ces chances-là. Alors, leur tendance puis leur talent, ça match pas. OK. Ça, c'est du coaching. Ouais. Exactement. C'est du système. Comme tu peux regarder à Travis Green, comment ils ont pu minimiser le nombre de chances contre. C'est fou. C'est fou, c'est super bon, mais tu regardes à l'attaque, puis c'est comme, man, c'est frustrant. Regardez comment ils utilisent le talent spécifique de leur C'est intéressant parce que ça définit tellement le match contre Toronto, le match contre Détroit. Toronto, ça a fini par rentrer, là, mais c'est encore le même genre de match où des tirs, domination, puck cycle, mais on ne convertit pas, on ne finit pas nos chances. Le gardien nous a encore volé toutes les c'est ça que je me demande. Est-ce que c'est un problème de coaching ou c'est un manque de finition? Parce qu'on est quand même capable d'établir ce cycle-là puis ce forecheck-là. Les Sénateurs sont quand même, je dirais, dans le top, dans la top moitié de la ligue en train de surpasser leur but projeté avec leur but actuel. Comme leur finishing, il est correct. C'est juste le problème, c'est qu'on n'est pas la même ligue qu'on était dans comme 5, 10, 15 ans dans le passé. Comme maintenant, environ 50% des buts, ça c'est dans la saison régulière, là, ça va changer de les éliminatoires, mais maintenant on a besoin de faire les éliminatoires en première passe. Et 50% des buts viennent du rush. Donc quand tu as des chances directement après que tu croises la ligne bleue. 35% du forecheck, puis 15% sur le cycle. Les scènes sont incroyables sur le cycle, mais finissent pas comment tu comptes les buts de ce jour-ci. Malheureusement. Ça donne, je vais pas dire l'illusion parce qu'ils dominent quand même, mais ça te fait penser qu'ils dominent plus que... Ils devraient dominer plus que ce que... Mais ça, c'est une tendance de la Ligue nationale, ça, que le scorer sur le puck cycle, c'est de moins en moins. Ils spécialisent dans ça. Ça leur donne pas les résultats qu'ils pourraient... Si c'était le seul problème, ça aurait été correct, mais comme tu ajoutes les gardiens, puis c'est juste... Ben oui, c'est ça. Fait que là, Louis, t'es capable de nous confirmer que dans les filets, c'est un problème aussi cette saison, parce que là, ça fait 7 mois que je m'assieds avec Pascal, puis... Je suis vraiment tanné. Est-ce que tu peux juste nous confirmer que les gardiens de but, c'est effectivement un problème cette saison? Moi, je dis que c'est pas le seul problème. C'est ça que je dis. J'en ai rien à cirer, j'ai demandé. C'est définitivement, je dirais, le plus grand problème. C'est pas le seul, mais c'est le plus grand problème. Puis c'est difficile parce que tu regardes comme Allmark, il n'y a pas de track record du tout à avoir comme un gimp comme ça dans son jeu. Pas pour une saison complète. Exact. Là, tu regardes à comment il a joué les derniers 5 plus années, puis c'est bien correct. Mais je pense que le problème le plus grand, je me souviens plus, c'est qui a écrit un post à propos de ça l'autre jour, mais comme tu regardes le pourcentage de points gagnés pour les backups de chaque équipe, c'est là où est-ce que les Sénateurs ils perdent leur edge. Comme Allmark a quand même une fiche assez respectable, même avec ses chiffres de goal save, de above expected, puis tout ça. Au niveau des victoires-défaites, là. Victoires-défaites, puis juste points dans le classement, c'est correct. Ça devrait être mieux. Pour un gardien de 8 millions, ça tend mieux. Je vais prendre l'argument de JP Fortin, là. Ouais. Mais dans les matchs où est-ce que Allmark, il joue pas, puis t'as Maryline et t'as Reimer, tout ça, je pense qu'ils sont dans les 440, ça se peut. Leur pourcentage de points, c'est vraiment misérable. C'est sûr que ça n'a pas aidé, là, les 11 matchs consécutifs de Maryline, là. Ça, c'est comme ça un petit peu... Ça a comme un peu coûté la saison. Exactement. Puis je sais qu'il y avait une tellement bonne saison l'année passée comme, je sais quoi, 12-15 matchs? 12 matchs, ouais. Mais comme, c'est pour ça que tu signes au moins un autre gars à ce temps-là. C'est pas comme... Le gars, après ça, c'était Matt Sogard. Puis tout le monde sait que je suis pas un fan de Matt Sogard comme un gardien de but. Il est grand, j'avoue, mais comme quand je le regarde, c'est comme wow! Comme je suis ému, mais pas dans une bonne façon du tout. Seigneur Louis, t'as-tu des statistiques pourquoi ils ont signé James Reimer? Qu'est-ce qu'ils ont vu de le gardien de but là? Nope. Ben écoute, c'est un gardien qui a des statistiques historiques autour de 910. Ah, quoi, en 2007 peut-être. Dans son prime? Puis dans ce temps-là, c'était sous la moyenne du save percentage. Ouais, la moyenne était plus haute. Il est arrivé en 2011.
dans la Ligue nationale de hockey, mais effectivement, là, je pense pas que son 910, Pascal, ça date des années avec les... Son dernier 910, c'était 2020-21, 21-22. C'était un 911 avec les Sharks. Ouais. Mais après ça... Mais c'est Dominique Hachek aussi avait un 910, puis on l'a pas signé. Honnêtement, j'ai pas vraiment de chiffre. Moi, je me souviens, j'ai regardé le match qu'il a joué pour Belleville, Reimer. Wow! Oui. Ouais, c'était pas juste 6 buts. C'était, définitivement comme un 786 pour un match. Wow, ridicule. Mais comme le but qu'il a laissé compter en prolongation, je pense que c'était comme 15 secondes dedans. Oui. Aucun mouvement avant pour le lancer. Le gars, il a juste lancé du haut des cercles, puis ça l'a battu. Puis je suis comme, wow. Il était pas tout là. Il avait pas de l'air tout là. Bon, malgré que, écoute, je pense qu'il devrait pas jouer plus souvent que le premier ou le deuxième match d'un back-to-back. D'après moi, on le verra pas plus que ça d'ici. Puis lui, il vit sa best life. Là. Vous le voyez en entrevue, il est souriant, puis il est heureux. Puis je parlais avec Marc Legault cette semaine, tu sais, qu'il l'a vu dans le vestiaire, puis tout ça, puis il dit, man, ce gars-là, il sait que c'est sa dernière chance. Là. Il est sur ses derniers 1000, c'est fini après ça, puis il enjoy au maximum. Il vit. Ben, c'est sûr qu'il est content, il est assis sur son divan. Et puis, il va faire son 850 000 cette année d'extra. Voilà. Ouais. Y a-tu d'autres choses que tu as vues à part ça, Louis, dans les stats dernièrement? Je pense qu'il y avait pas quelque chose aussi qui expliquait un peu le genre de grade A chance qu'il donne ou quand ça s'effondre, ça s'effondre. Oui, surtout comme quand tu progresses vraiment comme tard dans les matchs. Puis ça, je pense que c'est le plus grand problème, plus grand problème défensivement, à cause de leur tendance de dump and chase, quand les matchs s'ouvrent un peu plus. Plus tard dans le match, c'est dans les dernières comme 5 minutes, puis le match, c'est un match d'un but. Les sénateurs, là, combien de fois qu'on les regarde, puis c'est comme ils ont le filet vide, puis ils le dumpent dans la zone, puis rien n'arrive. Puis ils perdent la rondelle, puis comme ils peuvent pas avoir une chance. Tu regardes de l'autre façon, quand une autre équipe essaie de faire un comeback contre les sénateurs. Maintenant, je veux pas shout-out DJ Smith, parce que lui, il vient juste d'avoir un job, mais je veux pas... je dirais la seule chose auquel j'étais vraiment impressionné quand il était entraîneur-chef ici, c'est que avec un D-core pas mal misérable, en tant qu'équipe, les sénateurs étaient assez bons à pouvoir prévenir des chances du rush contre eux. OK. Puis ça, c'est avec des personnes comme Zaitsev, Josh Brown... Connor Brown. Mais à défense, là, ouais. Godbranson. Pas Connor Brown. Cody Goulbeff. Braden Coburn. Braden Coburn. Ah oui, ouais, Braden exactement. Coburn. Okay. Alors, t'avais comme spare parts sur la défense. Ouais. Mais quand même, ils arrivaient à limiter les chances dans ce cas-là. Maintenant, sous Travis Green, c'est quand même une de ses faiblesses. Un peu, tu regardes leurs attaquants quand ils font leur back-check, puis les défenseurs spécifiquement, comme Thomas Chabot puis Jake Sanderson, quand même 2 défenseurs excellents, mais leur chiffre en tant que défendre le rush 1 contre 1, ils ont quand même descendu un peu sous Green. Alors, quand les équipes, ils essaient d'ouvrir le match, puis ils prennent plus de chances pour égaliser, même si ça veut dire qu'ils vont donner des chances de notre côté aussi. Les autres équipes, ils ont une plus grande ouverture pour pouvoir revenir dans le match. Mais à cause de comment les sénateurs ils jouent avec la rondelle, ils sont pas aussi capables de faire ça de leur côté. Puis c'est pour ça qu'ils ont tellement d'essais de revenir dans un match, puis c'est juste... 6 contre 5, à égaliser. C'est pitoyable. Là. Autant qu'ils sont capables de contrôler la rondelle à 5 contre 5, à 6 contre 5, on dirait qu'il n'y a rien à faire. Ça passe une couple de fois, il y a une passe qui est bloquée ou il y a un tir qui est bloqué, puis c'est dégagé, puis tout est à recommencer encore. Puis là, ben, c'est le dump and chase encore, mais il faut aller c'est des effets cascades du dump and chase, puis d'investir tellement là-dedans. Tu regardes à Caroline, puis maintenant, ils sont meilleurs dans ce côté-là, mais comme ça, c'est une équipe qui est pas mal incroyable pour les dernières quelques années. Mais tu regardes à comment leur modèle public de bruit projeté, je dirais, les donnait un peu trop de crédit de leur côté, mais c'est juste, ils sont tellement intenses avec le style de Rod Brind'Amour, là, puis comment ils investissent tellement dans le forecheck, puis c'est comme F1, F2, ils s'en vont directement dedans, puis même F3, il est assez bas dans la zone, puis quand ils donnent des chances de l'autre côté, leurs défenseurs, ils font face à des counter-attacks, puis ils n'ont pas de back-checking help du tout. Okay. Pas du tout. Puis, récemment,
ils ont pu mettre un peu plus dans dans le rush. Allô, Nikolai Ehlers, définitivement, ça aide à ajouter un gars comme ça. Puis ils ont, même avec, je sais qu'il était là pour quoi 10 matchs peut-être, mais au moins ils essaient d'apporter Mikko Rantanen puis des gars de ce côté-là parce qu'ils 100%. Ils ont pu identifier que, OK, ça nous donne un problème. Même quand tu as des gars excellents comme Jacob Slavin, il n'est plus là, mais Brett Pesce aussi, tu as juste tellement de défenseurs qui sont excellents de ce côté-là. Mais quand tu n'as pas d'aide, puis quand ton équipe est tellement spécifique sur le forecheck, puis ils sont tellement intensifs de ce côté-là, tu peux seulement faire autant que tu peux. Jusqu'à que comme, tu donnes trop de chance, puis tu te fais mal. Tu vas avoir des buts contre. Ouais. Cool. Hey, écoute, Louis, je ne sais pas si tu voulais rester avec nous. On va jaser plus du côté des sénateurs, les nouvelles, qu'est-ce qui s'en vient, la Ligue nationale, puis tout ça. As-tu du temps encore? Oui, définitivement. Cool, excellent. Ben merci. Non, vraiment intéressant. Je pense qu'il faudrait que ce soit quasiment un segment récurrent. Comme on en apprend ben trop. Là. Ben, il est comme devenu notre source, Louis. Ça nous ouvre les yeux sur un paquet des choses qu'on 100%. Voit, qu'on n'est pas capable d'expliquer. Puis là, tu dis, oui, dans les chiffres, il le voit aussi. Puis capable de faire des connexions. Moi, j'ai une question, Louis, avant de changer aux nouvelles. Là, il reste 23 matchs à la saison. Est-ce que tu y crois avec les chiffres? Est-ce que ta boule de cristal statisticienne t'a dit? Si je devais... C'est toi qui nous fais espoir ou bien tu nous casses les reins? Merde. Je vais changer ma réponse dans ce cas-là. Non. Si je dois donner une réponse binaire, je pense que je vais quand même dire non. Mais comme je pense que ça va être proche. Mais pas assez. Comme le trou il est un peu trop grand pour moi. Il faudrait qu'ils font plus de changements en termes de tendance offensive de mon côté pour que je croie un peu plus. Comme si tu regardes aux chances de me faire les éliminatoires selon hockeystats.ca puis MoneyPuck, je pense qu'ils ont les sénateurs dans les 40-45%. Et c'est assez bon, mais comme c'est parce que leurs résultats sont tellement bons à l'extérieur de victoire-défaite. Puis dans le fond, ce que tu nous dis, c'est la tendance qu'on voit depuis, d'aller chercher des matchs serrés, puis d'en échapper un à un moment donné à la fin d'un match. Il n'y a rien qui nous laisse croire que ça va changer, puis que, hey, là, ils vont aller... Tu sais, if they only can get on a run. Tu sais, tout le monde, ils peuvent juste mettre en gagner, là. Mais ça marche pas de même. Tu joues comme tu joues. En plus, aussi. Oui. Mm-hmm. Mais ils vont pas changer leur style de jeu. C'est ça, je veux dire. Il va pas arriver une épiphanie quelconque qui va faire qu'ils vont devenir une équipe méga offensive, en plus d'être super défensive. Puis c'est ça le deal breaker pour moi. Mm-hmm. Ouais. 5 points derrière les Bruins. C'est faisable, mais les tendances précédentes, dans les années passées, tu vois ça vraiment rarement. Ouais. Tu dois avoir une équipe qui était comme de manière comme générationnelle qui a eu de la mauvaise chance. Louis, si on se souvient bien, dans les 2 ou 3 épisodes précédents, il y a une équipe qui était à plus de 5 points des séries puis qui a fini par faire les séries, puis c'est les Sénateurs d'Ottawa en 2015 qui ont été sur un run qui n'avait jamais été vu auparavant puis qui probablement ne sera jamais vu encore. Là, c'est ça que ça prendrait parce que les équipes en avant ne perdent pas. Je pourrais voir les Islanders, les Bruins. Ah oui. Ça, c'est des équipes qui pourraient vraiment perdre des matchs. Les Pingouins, come on! Ça, c'est n'importe quoi, 5-0 contre... Ouais. Sans Crosby. Mais de ce que en tout cas, je pense que si tu regardes Vegas depuis quand? Le mois de novembre, ils n'ont pas grand victoire contre des équipes classées en série. Il y a de quoi qui se passe avec Vegas aussi. Là. Pas pour rien qu'on les a battus. Montréal les a battus. Là, Pittsburgh les bat. C'est spécial. Bon, ben de toute façon, Louis, l'épisode est cancellé. On annule. La saison est finie. Mais non, il y a autant de fun à parler quand en tout cas, il faut trouver autant de fun à parler quand ça va mal que quand ça va bien. Mais j'espère que la saison n'est pas annulée. Là, j'ai quand même un match à devoir marcher. Oui, c'est vrai. On pourrait sauver ça. Donc, non, sinon, tu sais, retour des Olympiques, on se disait, OK, là, il va y avoir quoi? Quelques matchs avant la date limite des transactions, de quoi ça va avoir de l'air? Un match contre Détroit qui s'est passé un peu exactement encore, le même genre de match. Les Sénateurs jouent bien, possession de rondelles, réussissent à marquer un but. Brady qui marque un but. C'était une journée, un match olympique. Là. C'est Brady qui a scoré, puis c'est Larkin qui a scoré les 2 buts pour Détroit. Puis ça se ramasse en prolongation à 3 contre 3.
Parce que les Sénateurs sont pas très bons cette année à 3 contre 3. Je pense qu'ils sont quoi? Ils sont 3 victoires, 8 défaites, une affaire comme ça. Donc, c'est pas terrible. Puis, écoute, puis là, on dit, regarde, c'est Gibson qui nous a volé. Bon, OK, Gibson nous a volé, on va continuer à bien jouer, puis ça devrait être correct. Après ça, contre Toronto, je trouve ça intéressant que Matthews s'est quand même fait tuer, pas pire, plus que je dirais que ce que Brady s'est fait tuer quand il a été présenté. Ça, c'était enfin, là, tu sais, c'était 2-2 ou c'était 1-2-1, puis je disais à Phil, on peut-tu avoir un match où on fait pas juste tout le temps être serré, puis tout le temps être juste, puis que là, on est à la fin de la game, on mène par un but où c'est égal. On peut-tu avoir une game où on prend le contrôle, là? C'est exactement ce qui finit par arriver après un but des Sénateurs sur une espèce de offside mal compris de la part de l'équipe vidéo de Toronto. Là. C'est quelqu'un qui a compris pourquoi est-ce qu'il avait été à la reprise vidéo sur... Ce que je comprenais, c'est qu'il jugeait peut-être que Knight n'était pas en contrôle du disque quand la rondelle s'est ramassée dans la zone. Ça fait partie du règlement, tu sais. Moi, dans la perception que j'ai vue du vidéo, c'était... C'est un règlement classique de base du hockey. Oui. C'est pas... Je comprends, là, tu te dis, écoute, un challenge, c'est 50-50, on va s'essayer. ça va être 4-2. En tout cas, mais je trouvais ça intéressant que enfin, il soit capable de prendre le contrôle d'un match un samedi soir à Toronto, TV nationale. Ça fait du bien comme victoire. Et entendre les fans de Toronto huer, c'était parfait. La bibliothèque. La bibliothèque. Mais c'était mort. Les commentateurs étaient morts. Oui. Puis aussitôt que la game a fini, ça a été on s'en va à Montréal. Comme non, on veut voir qu'est-ce qui se passe. On veut revivre le massacre. On veut pas aller à Montréal. Ils mènent 5-2, rien savoir de ça. Fait 3 points sur une possibilité de 4 en revenant à 5 points maintenant de Boston. Comment vous avez trouvé ces deux matchs-là convaincants, satisfaisants? La défaite, je m'y attendais, mais on a beaucoup mieux joué que ce à quoi je m'attendais. La victoire contre Toronto, pour moi, c'était une agréable surprise, mais ça a fait énormément de bien. Est-ce qu'on peut déterminer que les Sens ont très bien joué contre les Leafs ou que les Leafs ont très mal joué contre les Sens? C'est un mélange des deux, là. Mais sauf que, puis ça, c'est une tendance, là. Toutes les équipes que les Sénateurs battent, c'est toujours l'autre équipe qui a mal joué. On entend toujours ça. Ils ont quand même mal joué. Tu sais, le match contre Montréal, là, jusqu'à temps qu'ils soient capables de remonter, Montréal ne joue pas bien. Tu sais, on entend souvent ça. Puis je pense que c'est le nouveau, tu sais, on dit Sens, là. C'est que quand tu joues contre les Sénateurs, t'es pas capable. Tu joues pas bien, t'es pas capable de jouer ton style, t'es pas capable parce qu'il t'empêche de tout faire. Il y a une raison pour ça, on les étouffe. Exactement. Oui. 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 Fait que, je pense que ça joue dans balance aussi. C'est dur de jouer exactement ta game contre les Sénateurs. Fait que, parce que c'est ça. Ils ont donné quoi? 23 tirs. Ils en avaient donné 3 en première période, 7-8 en deuxième. Et là, je suis en train de me demander, un gardien comme Linus Ullmark, comment ça goal les buts, ça, avec 3 tirs dans une période? Je sais que si c'était Craig Anderson, il aurait demandé un échange. Il aurait dit, moi, 3 tirs dans une période, je peux pas, là. Je peux pas jouer au hockey comme ça. Et il aurait accordé 2 buts aussi, là. Probablement. Craig Anderson, c'était blanchissage avec 62 lancés. Puis, 5 buts sur 17 tirs. Mais c'était ça. Dans le temps, les Sénateurs étaient une des équipes qui donnait le plus de tirs, puis c'était des 32, 33, 34, 35 tirs. Mais il y a des gardiens qui aiment ça. Il y a des gardiens qui ont besoin de ça. Linus Ullmark, je le sais pas, mais moi, oui, il a gagné. Oui, OK, mais il n'est pas rassurant. Le high test n'est pas rassurant. Du tout. Ça n'a rien à voir avec les statistiques, ça n'a rien à voir avec rien. C'est de quoi qu'il y a de l'air dans son filet. C'est ça. Parce que quand tu regardes les statistiques, là, ça brille de son côté là, depuis ces 4 matchs, depuis son absence. C'est 3 victoires, 1 défaite en prolongation, 9-19 pourcentage. Mais tu peux pas dire. Hey, les boys, on va laisser quelques tirs de plus parce que là, faut réchauffer notre gardien. Mais ce que je trouvais intéressant avec tous ces stats-là, c'est qu'il accorde 1,74 buts par match, mais il y a seulement 1,6 arrêts de plus attendus. Okay. Ouais, les goals expected. Là. Fait que, il joue très bien, mais il n'est pas très... On n'a pas besoin qu'il joue exceptionnellement bien non plus. T'sais? Moi, c'est plus la manière qu'il accorde ses buts qui me fait un peu gricher des dents. Mais ça se peut-tu que
toute cette tendance-là à vouloir refermer le jeu, c'est par crainte des faiblesses du gardien de but. Je sais pas, Louis, si tu voyais ça l'année passée, cette tendance-là, puis cette année aussi, mais est-ce que c'est genre, OK, il faut être une forteresse autour de Hallmark, puis on va prendre nos chances quand on aura nos chances, mais on peut pas se permettre de faire du up and down. Je pense que ça a définitivement un effet, parce que si tu regardes à comment... Comme Stuart a dit, comme dans les derniers 4 matchs, c'est bon. Non. Il n'a même pas perdu en temps régulier depuis le 10 décembre. Ça, je sais qu'il y a seulement eu comme 9 décisions. Oui, il y a un mois parti aussi. Exactement. Ouais. Mais quand même, ça, c'est 9 matchs de suite pour son point streak pour l'instant. Mais tu peux définitivement voir comme quand il jouait contre le match contre Montréal, parce qu'ils ont perdu comme le match terrible qu'on ne veut pas parler plus que juste ça. Non. Je ne sais même pas de quel tu parles. Exactement. Je sais pas. Et comme tu regardes au but que, je pense que c'était-tu Maryland dans le filet à ce temps-là, tu regardes au but qu'il laissait compter comme le but de Josh Anderson de la ligne bleue, c'est comme, après ce but-là, tu peux voir que comme l'équipe, ils savent plus comment jouer pareil, un peu. Oui, exactement. Comme, ils font pas les décisions qu'ils veulent faire, puis c'est un slippery slope, parce que à ce temps-là, tu donnes des chances que habituellement tu n'essaies pas de laisser, puis le gardien, il les voit pas, puis ensuite ça continue de dérouler. Puis exactement. Alors, ça ressent au moins comme si le snowball, il se ralentit un peu. Définitivement, ça inspire quand même pas super de confiance la façon que tous nos gardiens ils jouent. Les chiffres s'améliorent, puis sont quand même assez bons en isolation, mais comme tu as dit, là, à certains moments, ça nous donne quand même je n'aime pas comment ce but-là il est rentré. Puis même des fois, l'arrêt est fait, puis tu fais comme « Oh, OK. » C'est beau, il l'a arrêté. J'ai l'impression qu'il aurait besoin d'un match de 38 tirs, puis qu'il gagne 3-1, puis qu'on pourrait dire « Bon, tu sais, il est revenu, il est là, en tout cas. » Ouais, mais encore mais 38 tirs, il va avoir 9 buts. Il est tellement inconstant. Non, je sais. Il va en gauler une belle de 38, après ça, l'autre game d'après, il va en 4 sur 26. Mais là, il s'est reposé, il a eu son type, il a eu tout le break olympique, il a eu tout ça. Là. Puis je me dis, là, à un moment donné, il faut que si ta santé mentale n'est pas là, c'est bien correct, on comprend ça, mais tu peux pas être là. Si tu étais blessé à l'aine, tu dirais pas, je vais jouer pareil. T'sais. En tout cas, j'espère que tout va bien côté santé mentale. Puis que il a joué à Toronto, où est-ce que la dernière fois il s'était fait sortir, il a trouvé que c'était un match comme un autre. Puis il n'y a pas eu de PTSD d'entendre le buzzer. Ça doit être un beau bloc de pouvoir comme gagner dans la même arena où est-ce que ça a dû arrêter. Ça. Puis il est quand même facilement le meilleur gardien de but dans l'organisation. Ah oui. En ce moment, tu regardes nos autres options, puis c'est comme... Honnêtement, à ce point-ci, peut-être que Kevin Riedler il est le deuxième meilleur. C'est ça le problème, je pense. C'est que c'est tellement très mince après lui qu'effectivement... il va falloir aller chercher Luka Beckman à Chicoutimi. Là. Sinon, le rendu là... excuse, t'as raison. J'adore Beckman. Il est incroyable. Tu vu ses pads? Mon Dieu, mais là, il joue pour une équipe qui a de l'allure. Puis là, soudainement... Mais Saguenay et Chicoutimi, ça a juste pas de bon sens. Là. Ouais, c'est ça. C'est un raz-de-marée. 23 buts pour, en fait. Gagne 10-2, là, de 13-1, ça n'a pas de sens. Ben, on est content pour notre ami. Oh, il mérite. Puis il est parti de Bécomo qui était... Il y avait, écoute, même à Bécomo, je pense qu'il était 890 quelque chose, puis il était en bas de 3 ou autour de 3, là, d'une équipe qui... il se démerdait quand même jusqu'à temps qu'il se blesse. Tout à fait. Saguenay contre les 67, finale Coupe Mémorial? Oui. Ça serait pas pire, ça. Ça serait pas pire. C'est où cette année déjà? C'est pas Kelowna? C'est ça, la Coupe Mémorial? C'est soit Kelowna ou Guelph. C'est Kelowna cette année, Guelph l'année d'après. Ouais. Dylan Cousins, tranquillement, pas vite, roule sa bosse, est rendu à 20 buts cette année. À souligner. Ouais, c'est lui. Ben là, je vais amener ça, justement. Que, ben là, le monde est à l'envers, effectivement. Norris a joué 19 matchs cette année. Cousins a 20 buts. Mais Buffalo, je pense qu'on peut pas... Ils sont pas dans la misère. Buffalo gagne sans Josh Norris, là. Mais non. Mais oui, ça amène la discussion. Parce que moi, je me disais hier, pendant le match, Pinto, tout le maudit match, combien de chances qu'il a manqué. Puis à la fin de la game, on dirait que les joueurs faisaient si près pour y faire des passes, pour qu'ils scorent. Puis là, tu te dis, écoute, ces deux-là avant, justement, on avait la discussion qui est le deuxième. Et en ce moment, c'est Dylan Cousins. Oui, messieurs, j'ai une bonne question pour vous. Présentement, les sénateurs ne feront pas les séries. OK. Ils vont les avoir faites une fois en 10 ans.
est-ce qu'on est dans la même classe, c'est la même catégorie que les Sabres de Buffalo? Est-ce que les Sabres de Buffalo, présentement, avec leur saison, ont devancé les Sénateurs en termes de qualité d'équipe? Mais pas dépassés. Ils sont où est-ce qu'ils auraient dû être depuis plusieurs années. C'est ça, je veux dire. Ta question, c'est-tu, est-ce que Buffalo est rendu une meilleure équipe que les Sénateurs ou on est rendu les Sabres de Buffalo depuis 15 ans? C'est ça ta question? Ouais, on peut mettre les deux volets. Non. Je pense pas qu'on est rendu ce que les Sabres ont été pendant 14 ans. Parce que c'était comme pas faire les séries, mais comme vraiment de pas proche. Est-ce qu'ils sont rendus meilleurs que nous? Je le sais pas. Comme Pascal l'a dit, ça fait au moins... regarde l'équipe des Sabres de Buffalo dans la saison 2021-2022. C'est tous des gars qui aujourd'hui jouent pour des deuxièmes trios, puis ils sont départis de ces gars-là. C'est difficile à dire. Cette saison, ils sont définitivement meilleurs, mais ils ont gagné 11 matchs d'affilée. Ça l'aide beaucoup. Ah oui, non. Ils ont viré le coin. Là. Puis le secret, ça a l'air, c'était de mettre le DG dehors. Je crée ça un jour, là. Rien à comprendre là-dedans. Mais toi, ta réponse, Fortin, si tu poses la question, c'est parce que tu as une réponse. Ou non? Parce que j'ai pensé à ça l'autre jour. J'ai dit là, je vois les Sabres aller, je vois nous autres aller, puis je me dis... Tu vois les Red Wings aller, qui ont manqué plusieurs saisons aussi. Moi, c'est les Red Wings qui me dérangent un peu. On s'est-tu fait de passer par Buffalo? Vraiment? Ouais. Non. Moi, je crois pas dans les Red Wings. Moi non plus. Moi non plus. Leur défense. Mais je comprends pas comment se fait-il je comprends pas. Puis comment se fait-il qu'ils sont en avant de nous comme ça? Qu'est-ce qui explique ça? Je veux dire, OK. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui, définitivement. Je suis du même côté. Comme je comprends pourquoi les Sabres sont aussi bons, comme les pièces qu'ils ont sont excellentes. Tu regardes à leurs chiffres, comme je pense que c'était l'année passée ou l'année d'avant ça, ils étaient quand même top 3 en termes de buts à 5 contre 5 par match. Ils comptaient tellement. C'est juste, ils avaient d'autres problèmes. Tu regardes maintenant aux Red Wings, puis c'est comme leur power play et leur penalty kill, ils sont pas exceptionnels. Leurs chiffres en offense ou en défense à 5 contre 5 est correct. Leur gardien de match, c'est correct. C'est bon. Mais c'est comme tout ça explique pas, I guess, c'est correct. Ça fait pas du sens parce qu'ils sont... Je pense que beaucoup de leur Magic jusqu'à maintenant, c'est... J'en ai parlé aussi dans l'article des Sénateurs, mais c'est beaucoup de sequencing. Alors, c'est le timing de quand ils jouent bien versus quand ils jouent pas bien. Comme leur défaite, ils se font juste complètement détruits, puis ils perdent leur match par beaucoup. Mais quand ils gagnent, c'est comme they have that dog. Tu sais, comme ils gagnent à peine, grind up the wins, puis ils gagnent leur match. Les Sénateurs, c'est un peu comme l'opposé, malheureusement. Surtout du côté des gardiens, mais c'est ça. Comme je pense que les Capitals, ils étaient dans le même dans un groupe assez proche il y a quelques années, avant qu'ils ont leur année un peu folle. Mais ça arrive habituellement une fois par année pour une équipe ou chaque 2 ans, parce que t'as des chiffres juste moyens across the board. Mais c'est juste le timing de toute leur performance, ça leur aide beaucoup. Alors, je pense pas que c'est... on va voir l'année prochaine s'ils ont encore plus de développement de certains joueurs. Ben Sherrod va avoir 1 an de plus encore. Là. Oh mon Dieu, dude. Je peux pas croire ça. Oh, ça c'est ridicule. Je peux pas comprendre le contrat de Sherrod. Ça fait aucun sens. Puis comme, je vois plein de fans de Détroit qui sont comme, oh non, c'est correct. Il va jouer un rôle plus bas dans l'alignement, puis il va être comme une présence pour les plus jeunes, mais comme... Alors, tu vas le jouer plus bas dans l'alignement. Alors, ça va te donner plus de valeur. Alors, tu avoues qu'il donne un impact négatif. Alors, pourquoi est-ce que tu le donnes comme 3 ans à 3 millions? Qu'est-ce qu'on fait ici? Au moins, nous, quand on avait donné une extension à Hamonic, on le savait que c'était comme... Par tranche d'1 an. Exactement, mais on était quand même... on savait que c'était pas vraiment une super bonne idée. Mais je comprends pas celui de Ben Sherrod. Mais il y a eu 2 ans, Monique, son dernier contrat. Ouais, l'affaire, c'était qu'il y avait un no-move. On l'a pas signé après ça pendant... C'était 2 ans? Ouais. C'était seulement 1,1 million, exactement. Ben Sherrod, c'est quoi? 3 fois 3,8? Quelque chose comme ça? Je sais que le cap, il change, mais ça, c'est il y a 3,85 pour un autre 3 ans après celui-ci. Ma valeur projetée pour lui, c'est... Pour ces prochaines années-là, c'est 1,4 million. Crazy. Je pense que ça, c'est généreux. Mais... Généreux même, oui. By the way, Louis, t'es-tu prêt à vendredi? Là? Je l'ai mis sur le groupe, là, mais regarde bien Ken Hughes échanger Patrick Laine contre le show de premier rond. Non, je pense pas. Hein? Parce Pascal.
Parce que c'est un marché d'acheteurs, là. Il va réussir à trafiquer quelque chose, à passer l'année, puis il va se ramasser quelque chose de première ronde en absorbant peut-être, 25% de son salaire. Ça va être ridicule. Puis il va aller chercher Jordan Bennington pour genre une niaiserie. Les fans du Canadien vont dire c'est un maître, là, puis c'est un génie, puis c'est sûr c'est ça qui va arriver. J'adore Bennington sur Montréal. Oh, s'il vous plaît. Je pense qu'il est le gardien. Que le plus dernier dans les le plus haut taux de hassleness per 60, c'est Jordan Bennington. Oh, définitivement. Ça, c'est même pas proche. Même pas une question. Vraiment, là, pour moi, la définition de what a bitch is Jordan Bennington. C'est vrai. Mais, hey, Stu, je prends Bennington avant Ullmark en ce moment. Non. Non. Oui. Au moins, il va fighter chaque tir, chaque puck, chaque... Ben oui. Ah oui. J'aimerais pouvoir douter pour mon gardien. Ça, c'est mon contre-argument. Puis je veux pas être un fan de Bennington plus que pour une semaine ou 2 semaines pendant un tournoi international. Là, c'est tough. Même à ce temps-là, non, genre, come on. C'est pas comme il a joué, il a mal joué pendant le tournoi, mais comme quand je voyais Bennington dans le cash, j'étais comme, oh man, pourquoi on est ici? Mais à ta défense, Fortin, je sais que tu aurais des arguments pour, puis il y en a une couple que je serais d'accord. Ça arrivera pas, de toute façon. Non. Un qu'on risque peut-être de voir, Arthur Kaliev, que l'investigation de la Ligue est terminée. Ça, je pense que ça nous a tous surpris un peu. On savait qu'il y avait une étude, quelqu'un se posait des questions sur ce qui est arrivé avec les gageurs, puis les dettes, puis tout ça. Apparemment que c'était la Ligue nationale qui faisait une investigation, puis il aurait pu faire traîner ça jusqu'à la fin de l'année. Là, je veux dire, c'est Ottawa, là, on va... Ben, j'aurais jamais vu un joueur compter 50 buts dans la Ligue américaine sans jouer un match dans la Ligue nationale. Jamais avoir un call-up, c'est ça. Ça n'a pas le choix d'être le prochain. Y a-tu de quoi, Louis, que tu vois dans ses stats en bas avec Belleville qui dit que dans la Ligue nationale, il serait un désastre? Comme il est le seul joueur avec 30 buts dans la Ligue américaine. Deuxième place, c'est Dylan Duke avec 27. Ouais. Même en tant que point, il y a 51, puis ça, c'est 4e. Puis dans les plus, les moins, dans les... moins 16. Le seul dans les moins, dans le top 10 en points. Le problème, c'est que Belleville... Ouais, c'est pas facile, là. Comme tu regardes, comme Carter Yakimchuk, je pense qu'il est en dernière place dans plus, moins dans les... Moins 40. C'est pas beau. Légende des sénateurs, Patrick Brown, numéro 1 en plus et moins à la Ligue américaine. Il était ici pour quoi? Comme 5-6 matchs, je pense. On l'avait pas longtemps. Mais non, je me souviens comme regarder Kaliev beaucoup pendant son année de repêchage. Parce que les 67, ils ont joué contre les Bulldogs cette année-là dans la première ronde. Puis il était définitivement le meilleur joueur sur la glace pour leur équipe. C'est pas comme si on compte pas assez de buts. J'aimerais qu'on compte plus. Et comme je me souviens les quelques matchs qu'il a joué, je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup d'usage, mais comme je pense qu'il y a eu un aide parce que son forecheck était super bon, puis il a gagné une rondelle, il a bougé au point à, je pense, c'était Jordan Spence ou quelque chose comme ça, puis ensuite on a eu une chance, puis on a compté, puis il y a eu une aide secondaire. Même s'il ne compte pas directement, ajouter un lancer dangereux comme ça, puis un peu de workhorse, là, je sais qu'il peut être un peu frustrant des fois, mais comme c'est quoi nos autres options à ce point-ci? Perron, il est quand même blessé, right? Je pense. Il est day-to-day, je pense. Là. Mais avec une opération, tu ne sais jamais quand est-ce que tu peux avoir un setback. Là. Surtout à son âge aussi, je veux dire. À ce point-ci, tu as besoin du high risk, high reward. Parce que comme ton runway arrive à la fin. Si tu veux un changement dans l'équipe en ce moment, si tu veux brasser 100%. Les cartes, puis aller chercher le petit plus qu'ils ont besoin d'ici la fin de l'année, ça peut être une carte cachée, ça. S'il est pour pas bouger, s'il est pour pas faire un échange pour un top 6 d'ici vendredi, on va se parler la semaine prochaine, la date limite va être passée, ça peut être une carte à utiliser. Sinon, les prochains matchs, là, les sénateurs sont partis dans l'Ouest. Les Oilers mardi, les Flames jeudi, Kraken samedi, Canucks lundi. Là-dessus, vous attendez à combien de points? C'est une possibilité de 8. Là. Oilers, historiquement, c'est tout le temps difficile. Tout le temps. Surtout massacre, là-bas. Tu veux dire? On n'oublie jamais 21 matchs. Oui, Craig, ces 8 matchs-là. Flames, faut gagner ça. Kraken, faut gagner ça. Puis Vancouver aussi. Oui. Ça prend 6 points sur 8 sur le voyage. Ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils jouent à ça. Il faut qu'ils jouent à 3 points sur 4. Tu peux même pas dire, s'ils perdent en prolongation. Non, à ce point-ci, tu dois gagner les matchs. Oui, ça prend... Ça doit être 6. Ça prend 7. C'est minimum 7 points? OK. T'as pas le choix. T'es dans la position que t'as, puis t'as pas le choix. Ben non, mais Fortin, il a raison. T'as mais pas le choix. Je sais. Je pense qu'un scénario réaliste, c'est 6. Extraordinaire, 7. Effectivement. OK.
on va avoir un autre match pré-saison au Québec, dans un centre Vidéotron encore, mais ça va être le Colisée Vidéotron de Trois-Rivières, parce que c'est le Craft Hockeyville. Ça fait 20 ans, là, c'est la 20e année de Craft Hockeyville. C'est une petite ville, Saint-Boniface, à ne pas confondre avec Saint-Boniface. Mes deux parents viennent de Saint-Boniface. Manitoba ou viennent de là. À chaque fois que j'entends ça, je pense, oh! Mais ça, c'est... Non, c'est Saint-Boniface, ça se peut-tu? Et non Sainte-Boniface? En tout cas, je pense qu'un d'entre eux, c'est comme écrit Saint complètement, ou est-ce que l'autre, c'est juste listé? Peut-être. Ouais. Peut-être. Puis écoute, ils ont refait un aréna là-bas. La Ville a gagné, ils ont refait un aréna, mais c'est pas assez gros pour faire un match de la Ligue nationale. Donc, on va utiliser le nouveau centre, là, Colisée Vidéotron à Trois-Rivières. Encore contre le Canadien. L'expérience. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va toujours super bien? Match pré-saison contre Montréal? Ça va toujours super bien, effectivement. Ouais. Je sais pas qu'est-ce que je dis. Sinon, ailleurs dans la Ligue nationale, Mathieu Joseph qui a été mis au ballottage, ça nous rappelle la décision de l'échanger. Je peux t'aller dire, c'est ça le sujet, passons à un autre. Je trouve que ça nous remet d'en face l'échange contre Nick Paul. Totalement. Puis la signature de 4 ans. Il roule encore sur son contrat que Pierre Dorion lui a donné. Là. C'est un trade and sign. Tu sais, on l'a échangé, on lui a donné 4 ans, 11,8 millions. Par contre, je vais dire, Nick Paul cette année, ça va pas bien. Il est blessé, là. Ouais, puis il est blessé aussi. Là. Définitivement. Mais comme dans ses 34 matchs, ici c'était 6 buts, 6 aides dans 34 matchs, puis c'est pas comme si les données ils indiquent qu'il va rebondir bientôt. Puis je pense que ça va. Tu sais, personne l'a réclamé, donc il va être accueilli dans l'équipe de la Ligue américaine. C'est plate quand même, là, c'est rien, tu sais, un super bon gars, puis tout ça. Puis on a eu ses parents, puis excellent. Puis à ce moment-là, je pense que, tu sais, Mathieu Joseph, au moment de l'échange, on était content. On savait pas ce que Nick Paul allait devenir, puis on pensait que Mathieu Joseph allait être le marchand de vitesse, puis une certaine touche de marqueur régulier, un 15 buts, peut-être tirer le 20 buts de façon régulière. C'est pas ça qui est arrivé, mais on peut juste évaluer les échanges 4 ans plus tard, voir si c'était bon ou pas bon, mais c'était juste un petit rappel. La date limite des transactions bientôt, mais ça l'a bougé déjà aujourd'hui. Connor Murphy, Edmonton est allé chercher à Chicago. Fait qu'aller chercher un défenseur droitier, ça se peut. Ça se fait. Il y en a qui sont capables. Est-ce que c'est annonceur de ce qui va se passer ici? Puis là, ils ont réussi à faire retenir du salaire. Puis c'est contre, je pense, un choix de deuxième ronde. Je ne sais pas si c'était confirmé. Là. C'est ce qu'on disait. Rien de trop coûteux, mais c'est pas un défenseur très jeune. C'est pas qui est encore assigné, je pense, pour quelques années. Donc, je pense pas que c'était la cible numéro 1. Ouais. Il fait 4,4 millions pour l'instant. Ouais. Honnêtement, je n'ai jamais été le plus grand fan de Connor Murphy. Il est correct. Cette année, défensivement, je dirais que c'est sa meilleure année défensive depuis un petit bout. Puis sur une équipe des Blackhawks comme ça, qui, bien sûr, sont meilleurs que l'année d'avant, mais c'est quand même Chicago. Je pense qu'il va être correct sur cet alignement défensif-là. Comme tu peux le mettre à côté de Jake Wallman ou quelque chose comme ça. Puis allévier un peu les minutes d'un Nurse. Monsieur 9 millions. Crazy. Ridicule ce contrat-là, sérieusement. C'était signé la même semaine que Cale Makar. Je pense qu'il fait plus que lui, ou comme dedans 500 000. Anyway. Comme imagine si les Oilers ils avaient cette flexibilité salariale-là les dernières quelques années. Coupe? Une coupe, deux coupes? Peut-être. Ça se peut? On met 2 piastres à la table que Connor Murphy score. Non, il ne sera pas là. Il va être dans l'avion pogné quelque part avec Air Canada. Là. Ses valises ne seront pas arrivées. OK. Fait que je mets un 2 piastres sur 4 points de Draisaitl demain. Ça, tu peux. Ça tu peux. Mais sinon, Louis, toi, si tu avais à aller chercher un défenseur droitier, ça serait quoi ton premier choix? Ouais, bonne question. Mon premier choix serait de faire Nick Jensen un healthy scratch, puis tu mets Nick Mattentau dans je veux dire, non, mais Pascal, c'est drôle, mais c'est plus drôle, là. On a un Olympien de bronze qui a compté aux Olympiques. On a un défenseur qui est nettement supérieur à Nick Jensen. Comment tu l'as trouvé, Jensen, dans les 2 derniers matchs? Il était pas si pire. J'ai beaucoup... En fait, moi, je trouve que son highlight, ça a été à quel point... Il s'est fait défoncer la face. En fait, il a tenu le bâton de Max Domi pour dire « Moi, je veux pas me battre. » Out, mes hanches! Out!
J'ai apprécié ça. OK. Non, mais je me demandais si tu avais, tu sais, parce qu'on sort plein de noms, là, on sort des Mackenzie Weegar, on sort des ci, des ça, mais dans les statistiques, y en a-tu un que tu dis, hey, lui, on l'amène, on le met à côté de Chabot, puis... Mais au-delà de ça, Louis, est-ce que tu crois aux sénateurs qui vont faire une transaction d'ici vendredi? Steady Steve. Je sais pas, man. L'affaire, c'est qu'il me blindside toujours quand il fait des moves, comme l'échange pour Hallmark, 15 minutes avant le match numéro 7, la coupe finale, c'est fou. L'échange avec Dylan Cousins pour Josh Norris, comme assez hors de nulle part pour un échange de ce calibre-là. De cet étage-là. Il y avait juste 2 personnes au Québec qui l'avaient vu venir, cet échange. Oui, c'est vrai. C'est tout. C'est JP Fortin. Ils sont dans le podcast ce soir. Je me souviens de cet épisode-là, parce que c'est arrivé juste à... Ouais. Parce que j'étais comme... Je pense que j'avais entendu quelque chose comme ça, puis ensuite, je suis retourné dans l'épisode. Oh mon Dieu, ouais, exactement. L'échange de Zetterlund, on n'avait aucune idée. Pas tout. Dernière minute à 4 heures, on apprend ça. Alors, ça se peut. Comme, moi, j'aime Weegar quand même. Je sais que c'est sa pire saison depuis un tout. Je pense quand même qu'il est assez bon. Mais tu parlerais son contrat jusqu'à 37 ans? C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. C'est seulement 6,25 millions, puis avec comment le salary cap, il continue à... le monde commence à être plus trop sûr s'il va monter tant que ça. Ouais, mais l'affaire, c'est qu'ils ont déjà confirmé pour les prochaines quelques années. Alors, on a garanti ça au moins. Puis, même avec ça, là, 6,25 millions, c'est pas beaucoup. Comme, pour un défenseur de son calibre, là, c'est assez bien. Mais là, t'as un Sanderson à 8, t'as un Chabot à 8, puis là, t'aurais lui à 6. T'as un Jensen à 4. 3. Jensen, il n'est pas fini. Oui, c'est vrai qu'il est fini. Ouais, je pense qu'il est fini. Mais cette année, il faudrait qu'il rentre cette année quand même. Fait qu'il faudrait qu'il parte. Ils ont la place cette année, je pense. Je pense pas que ça va être un problème, ça. Mais ils veulent-tu? Ils veulent-tu dépenser jusqu'au 4? Exactement. Je regarde aussi à Zach Whitecloud. Oui, c'est une option aussi. Comme lui, oui, tout à fait. Ouais. Tout à Moi, fait. je l'aime beaucoup. Il y avait un peu comme un dip l'année passée, mais il est de retour à être lui-même. Là. Il est super bon en tant que... Je sais qu'on aime tous Nick Matt-Powell. Je dirais que si Nick Matt-Powell était un défenseur top 4, j'aime beaucoup ça. Comme leur style de jeu. Je pense que c'est assez proche, mais quand même, ma priorité numéro 1, c'est ajouter un allié. Parce que défensivement, comme tu dis, il limite l'échange, il limite tout ce qu'ils ont à limiter. Exactement, il limite les chances, dépendamment de la source que tu regardes. Ils sont numéro 1, numéro 2, top 4 définitivement. Puis si tu peux pas gagner avec ça, tu vas pas pouvoir continuer. Tu peux pas aller en bas de 0 d'améliorer ça. Éventuellement, il n'y a plus de progression après ça. Tu peux pas surdéfendre tes problèmes de but contre. Tu peux compter plus de buts, peut-être. Puis c'est pour ça que j'aime un gars comme Jordan Kyrou. Je sais que Robert Thomas est aussi exceptionnel, mais le prix est ridicule. T'as-tu vu la rumeur que les Blues demanderaient à date? On n'a pas ça. Alors, mon pitch pour Kyrou, c'est que dans les dernières 3 années, il est au moins comme league average en tant que pouvoir comme réduire des chances contre quand il est sur la glace. Il est quand même correct défensivement. Cette année, sont mieux que ça, même sont assez hautes, mais je pense qu'on va voir un petit peu de régression de ce côté-là. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est un des joueurs les plus rapides, puis avec la rondelle, il peut faire des jeux vraiment rapides. Alors, tu le mets avec Stutzla, il y a finalement quelqu'un avec qui il peut rouler offensivement à une vitesse vraiment haute. Et Kyrou, dans les derniers 3 ans, il est un des meilleurs, comme un des plus effectifs en tant de compter sur ses chances. Comme son finishing, goal scored above expected, vraiment, vraiment bon. Puis encore, tu regardes à quelqu'un qui pourrait lui donner des chances comme ça, puis créer des chances avec Tim Stutzla. Même dans mon modèle de chimie projetée entre les joueurs. C'est avancé, ça, là, comme la chimie projetée entre les joueurs. Le line mate, ouais. Je vais avoir un article sur ça cet été. Don't worry. Ça s'en vient. Mais Tim Stutzla et Drake Batherson, tu regardes à leur line mate idéal numéro 1 au travers de toute la ligue, c'est Jordan Kyrou. Ah, ouais. Puis là, qui tu donnes pour Jordan Kyrou? N'importe. Ouais, ben. T'as pas pensé à ça? C'est bien correct. Mais dans n'importe quel échange, moi, je pense que Ridley Gregg part. Comme Ridley Gregg, il peut y aller. Honnêtement, je pense que c'est automatique. Autant que je suis correct avec Logan Hessler, je suis pas attaché. Non.
comme je pense que au moins avec Kyrou, définitivement pas avec Robert Thomas, mais au moins avec Kyrou, je pense que tu peux faire un échange parce que tu ne dois pas échanger Yakimchuk. Mais si tu échanges pour Thomas, Yakimchuk est parti. Puis à ce point-là, t'as qui dans le pool pour tes espoirs? T'as rien du tout. Mais là, tu trouves pas que, mettons, là, en donnant, ben là, moi, je te dis, ça me dérange pas de donner Greg, là, mais si, mettons, on a acquis, là, Jordan Kyrou, tu trouves pas qu'on a trop de joueurs dans le même prototype de joueurs? Tu sais, exemple, qu'un Greg, ça en apprend dans un line-up, puis c'est ce que je veux dire. On a Cousins. Jordan Kyrou, oui, parfait, là, mais je trouve que c'est similaire à Batherson. Il est meilleur que Batherson, selon moi. Non, mais ce que je veux dire, ben, dans le prototype du joueur, là, je pense que c'est un... Batherson, il est plus power forwardy, selon moi, parce qu'il est un peu plus grand, il peut utiliser son... je sais que il y a des problèmes avec match à match pour pouvoir utiliser tout ça, définitivement, mais comme Kyrou, il est un peu plus finesse, puis Batherson un peu moins ça. Je sais quand on dit que Batherson est le gars qui est le moins finesse, là, on pousse un peu, mais c'est ça que tu as besoin. Comme j'ai dit plus tôt quand on parlait à propos des sénateurs, 50% des buts dans la ligue sont comptés sur le rush. Les sénateurs sont vraiment bas dans le classement en temps de compter des buts sur le rush puis pouvoir générer des chances. OK, tu m'as convaincu. J'ai hâte à vendredi. Parfait. My job here is done. Oui, là, si tu veux te joindre à nous, on commence ça à 6h du matin. On fait un live, tout le monde ensemble, vendredi matin jusqu'à 5h pour pas rien manquer. Yes! Non, vous embarquez pas! Caroline, vous êtes plate. La dernière fois que moi, je me suis réveillé aussitôt que ça pour un appel, c'était à 4h du matin quand je présentais ma... Ah, OK. Un de mes articles à une conférence d'analyse de hockey en Suède, puis j'étais comme « Never again ». C'était tellement tôt. Mon Dieu. Il me demande « OK, Louis, est-ce que vous avez des questions pour Louis? » Puis je suis ici à comme 4h30. Puis Ah, désolé, la communication n'est pas bonne. Ça coupe. Si quelqu'un me demande une question, je pense pas que je vais pouvoir en parler depuis plus de 15 secondes. Exactement. Rapidement, charge d'Ottawa. Le premier match après la pause olympique a été fait à guichet fermé, donc on a rempli la place TD. Je pense qu'on a essayé de faire une espèce de doigt d'honneur au maire d'Ottawa en lui disant où tu vas les mettre où, les 3000 personnes là, qui sont ici aujourd'hui puis qui ne pourront pas être là dans le prochain aréna. Donc, assez politique le débat de l'aréna des femmes à Ottawa pour le restant de l'année puis les années qui suivent. Ils ont eu une défaite de 3-2 en tir de barrage contre le Fleet de Boston. Ils sont présentement 5e, juste en avant de Toronto, donc ce qui ne les classe pas en position des séries. Ça joue plus, hein? À un moment donné, ça allait mal. À un moment donné, ils étaient devant Montréal puis ils faisaient les séries. Là, ils ne font plus les séries. Donc, au moins, il y a un peu de mouvement. C'est peut-être que ça permet un système de 3 points aussi, tu sais. Un peu plus. Là. Mm-hmm. On a l'équipe nationale féminine, d'ailleurs, qui a fait un point de presse où l'entraîneur Troy Ryan qui a décidé que c'était peut-être le temps de faire des changements à l'équipe. Donc, je pense qu'on va y aller avec un renouveau, avec des nouveaux visages, avec des joueuses peut-être un peu plus jeunes. Puis même que lui se pose la question s'il ne va pas laisser sa place à quelqu'un d'autre. Donc, tant qu'à repartir avec une autre équipe, laisserait peut-être un autre entraîneur faire ce boulot-là. Ryan, qui lui est l'entraîneur-chef des Sceptres de Toronto. Parce qu'on a, tu sais, Rebecca Leslie de la Charge d'Ottawa qui était aussi au match à la journée des concours d'habileté avec les sénateurs. C'est la joueuse canadienne avec le plus de points dans la LPHF, mais qui n'était pas dans l'équipe canadienne cette année. Et pas première dans la Ligue en points, je pense, maintenant. Comme je pense qu'elle est en égalité avec... première tour. Je pense que ça se peut. Première... Ouais. Elle est en égalité avec Jenner, Heisey, Kendall Coyne, puis quelqu'un d'autre que je ne vais pas mentionner. Puis le problème avec Hockey Canada en général, autant chez les femmes, chez les hommes, c'est encore une question de friendship club, puis de mais tu sais, ça fait longtemps, puis ça fonctionne plus, ça fonctionne pas. Puis chez les femmes, je pense que là, au moins, on a eu l'ouverture d'esprit de dire ça prend des changements. Ouais. On voit les annoncer. 100%. Puis on voit les Américaines qui sont très jeunes puis qui sont venus rattraper. Tu peux pas recréer ça là, dans 4 ans aux prochaines Olympiques. Non, Marie-Philippe Poulin ne sera plus là pour sauver les fesses. Là. Non. Ouais.
Hey, cool. Je pense que ça fait le tour, pas mal tout ce qu'on avait à discuter aujourd'hui. Louis, merci beaucoup encore, vraiment. Bonne chance dans votre marche. Je vous souhaite un 8 degrés, nuageux, pas de pluie. Yeah. Quelque chose de pas pire. On va mettre le lien dans la description de l'épisode si vous voulez sponsoriser un des marcheurs, un des coureurs. On va vous tenir à jour qu'est-ce qui va se passer avec Stu dans cette histoire-là. Stu, il va partir de Montréal puis il va se rendre au CTC. Il part la veille, lui. Alors, un athlète, c'est un athlète. Il fait comme un triathlon, là. Montréal jusqu'à Gatineau, c'est en bicyclette. Puis ensuite, ensuite, you know what? En raquette, c'est à la rivière des Outaouais. Parce qu'il faut toujours que tu mettes ça de tôt. Il faut toujours que j'exagère. Hein? Tout le temps, on avait du fun, on s'amusait, puis je viens tout gâcher. Anyway, comme d'habitude. On se reparle à 6h le matin vendredi. Oui, c'est ça. Louis, c'est lb- lb-hockey.com. .com ou .ca, les deux fonctionnent. Ah oui, OK. Puis, je pense que tu as une certaine quantité d'articles et de données gratuites, mais tu as aussi un système d'abonnement où les gens peuvent s'abonner puis avoir encore plus de contenu, c'est ça? Exactement. Tous les articles sont gratuits pour tout le monde. Puis quand je crée une visualisation pour un article, sont toutes gratuites, puis sont toutes organisées sur quelque part sur notre homepage. Puis tu peux accéder à ça assez facilement. Mais oui, si tu veux encore plus de visualisation et tout ça, c'est assez facilement achetage, je pourrais dire. Soit par mois, soit par année, tu peux décider. Mais ouais, je suis pas mal content de qu'est-ce qu'on offre ici. Alors, si tu aimes le hockey et les données, là, même à ça, si tu aimes juste les hockey ou juste les données, tu vas en trouver pour ton compte. Tu vas en avoir pour ton argent. Cool. Fait que les boys, sinon, nous, on se reparle lundi prochain avec Mackenzie Weegar puis Jordan Kyrou dans l'équipe. Un des deux, ça serait même assez. Puis on s'en va faire les séries, puis on va tout voir. Les sceptiques seront confondus. Les sénateurs vont faire les séries. Merci, messieurs.